ça y est, il est arrivé sans se presser. Non, ce n'est pas le grand Zorro. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on allait parler d'Henri Salvador, mais ça tombe comme ça. Mais voilà, il va nous faire ses excuses à sa manière, n'est-ce pas? Voilà. Tu es vilain. Où étais-tu? Je plaisante. On peut l'applaudir. Grégory, il est là. Ça y est, on y arrive. Interview, puis on a encore une après, donc à 16h pile, ils viennent me prendre. Hein. Pas de souci. On précise, monsieur est overbooké, c'est normal, il est très demandé en interview, donc il a toutes les excuses du monde. J'ai réussi à combler, il fallait que je place aussi les autres éléments. Voilà, donc, comme ça c'est fait. Voilà. Une petite dernière chose aussi, donc vous pouvez les retrouver effectivement dans le stand, pour certains, si vous ne l'avez pas vu, des comédiens de doublage. Comédiens, faut pas dire doubleur, hein, c'est ça, j'évite de pas me faire engueuler. Toi-même, tu sais. Voilà. Pas moi qui vais dire quelque chose. Et en ce qui me concerne, je suis pas très loin d'eux non plus, dans un stand qui est juste en face de Osibo, mais surtout, je dédicace en bas, si vous voulez venir parler de Miyazaki, des Cités d'Or ou d'autres séries plus contemporaines, au stand donc de BD Fugue. Vous voyez la librairie, donc ils vendent pas mal de mangas, etc. Bah, je me trouve là, enfin disons pas en ce moment, mais juste après cette conférence, on va appeler donc aussi notre ami Adrien Solis, qui s'est peut-être endormi entre-temps, parce qu'il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gars? Voilà, regardez, mais ça c'est une entrée en scène merveilleuse. C'est génial. Donc tout le monde est présent, c'est cool, on va pouvoir se marrer un peu. Vous êtes toujours là? Où sont les filles? Oh bah non, quand même pas. Allô? Oh, c'est vide. Où sont les filles? Et où sont les mecs? Ah les gars, là, c'est plus fort. Tu vas les épuiser avant la fin. Voilà, bon, parfait. Vous pourrez aussi poser des questions. Hein. Cette conférence se veut interactive. Hein. On fait avec les moyens du bord. Là, on est en duplex de l'Élysée. Pardon, le duplex tout court. Voilà, on va éviter les mots qui fâchent, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par mon camarade Adrien. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu es devenu, quand et comment tu es devenu comédien? Oh là là, ça remonte à tellement loin, je m'en souviens à peine. Moi, le théâtre, ça m'a travaillé pendant longtemps, mais j'étais poussé à faire des études, à n'en plus finir. Et puis bon, un jour, la passion du théâtre m'a rattrapé et j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai créé ma troupe de théâtre, j'ai suivi des cours, etc. Et puis voilà, puis c'est un métier difficile où c'est pas facile de travailler toujours, de gagner assez d'argent pour manger à sa faim. Donc un jour, on m'a parlé du doublage, on m'a dit c'est bien, tu devrais aller voir de ce côté-là, etc. Bon, moi ça m'intéressait pas trop. Mais à l'époque, je commençais à m'intéresser aux animés. Et j'ai vu un studio qui faisait beaucoup d'animés, beaucoup de doublage d'animés. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa que j'apprenne là. Et donc, j'y suis allé. Puis, coup de chance, ils m'ont accueilli très gentiment. J'ai assisté tous les jours pendant plus d'un mois aux enregistrements. Donc, j'étais content parce qu'en plus, je regardais des mangas toute la journée. Et en même temps, j'apprenais la technique. Voilà. Et donc, comment joindre l'utile à l'agréable? Exactement. De toute façon, dans la vie, si on fait des choses qui ne vous intéressent pas, on a du mal à s'y investir vraiment. Et voilà. Donc, autant essayer de faire des choses qui vous plaisent. On peut nous appeler pour doubler les feux de l'amour, par exemple. Mais on peut s'investir quand même. Ah, mais carrément. Mais moi, j'y suis pas sur les feux de l'amour, mais j'adorerais ça. Ah, voilà. Écoute, Jennifer. Il faut absolument que je te dise quelque chose d'important. Ta sœur couche avec ton père. Mais il y a toujours leur ritournelle, le même mec qui revient, même 50 ans plus tard, l'avantage des feux de l'amour. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, même si tu ne suis pas les épisodes... c'est-à-dire tu rates 10 épisodes... Il y a toujours la même coucherie, le même Victor qui s'est tapé... c'est-à-dire il n'y a pas eu beaucoup d'évolution déjà. Donc, voilà. Donc on peut rendre hommage aux feux d'amour qui ne sont plus, ou qui sont encore, je ne sais plus. On applaudit les feux d'amour. Ils sont toujours. Hein. Si, ça existe toujours. 50 ans après, c'est encore là. Bon, on les applaudit alors, ou pas. Alors plus sérieusement, toi, ta première expérience de doublage, est-ce que tu t'en souviens? Comment ça s'est passé ta première fois? Est-ce que ça a été facile? Ah non, au début j'avais un trac de fou et puis j'ai même des souvenirs terribles où j'avais commencé à faire un rôle, mais je débutais, hein, c'était vraiment mes premiers doublages et il m'a dit bon écoute, je vois que tu t'en sors pas, donc écoute c'est pas grave, on va t'effacer et puis machin va le faire. Ah, ça a été terrible quoi. Mais voilà, mais après quand j'ai démarré un petit
petit peu plus, que j'avais un petit peu moins le trac, etc. Et que j'ai commencé à faire des mangas, là j'étais super content, puis j'ai décroché un casting, et puis voilà, ça a démarré comme ça. Mais au début, je sais pas, ça a dû durer quand même plusieurs années, je pense, d'avoir le trac. D'ailleurs, j'ai des collègues qui ont toujours le trac. Je discutais avec un directeur artistique qui doit avoir genre 70 ans. Je le voyais, il était comme ça. Je lui disais, quand même, t'as pas le trac. Si, il avait toujours le trac à 70 ans. Ça n'empêche. Je suis sûr que c'était pas Parkinson. Non, non, je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas. Ça aurait pu. Ou les deux. Peut-être. Je plaisante. Mais moi, aujourd'hui, j'ai rarement le trac maintenant. Donc, tu as quand même fini par apprendre petit à petit la technique. Hein. Parce que voilà, c'est un métier, il ne faut pas croire. Hein. Beaucoup c'est-à-dire que bon, il faut être comédien, mais après, il faut choper, et tous les comédiens n'y arrivent pas d'ailleurs. Même les très bons comédiens, c'est pas toujours évident de choper cette technique bizarre où il faut lire en place et en même temps, il faut jouer. Ça demande beaucoup de concentration, et puis faut avoir l'esprit un peu vif, quoi. Et voilà, c'est pas toujours évident à faire, ouais. Ce n'est pas si simple. Non. On va passer la parole à notre ami Grégory. Et alors toi, en ce qui te concerne, comment tu as eu le goût de la comédie, quand et comment c'est arrivé? Aïe, aïe, aïe. Ça arrivait. Alors le goût de la comédie, c'est pareil. Pour moi, ça a toujours été depuis tout petit. Le théâtre, les comédiens, tout ça, ça a toujours été là. Et arrivé après mon bac, il a fallu faire un choix, les études ou devenir comédien. Je n'ai pas fait le choix que mes parents auraient voulu, donc j'ai décidé. C'est bizarre, moi non plus. Tu as vu ça? Ça a été très dur parce qu'ils l'ont très mal pris, mais donc j'ai décidé de faire une école de théâtre. Je me suis trouvé un petit boulot pour pouvoir payer mes factures et payer l'école, parce que ça coûte cher. Et je me suis lancé comme ça. Tout simplement. Accord perdu. Un petit peu. Donc ça, c'était pour le début. Et le hasard m'a amené au doublage, mais alors c'est vraiment un pur hasard, total. C'est-à-dire que tes parents font partie, si je puis me permettre, des gens, de quelques rares... ça arrive aussi, d'autres parents de comédiens, qui ont peut-être un peu peur pour ce métier, disons, qu'on qualifie parfois d'instable, d'autres disent parfois que c'est pas un vrai métier. Enfin, j'ai tout entendu. Pour eux, ils s'imaginaient pas qu'on puisse réussir, que c'est un métier beaucoup trop difficile, avec... Je me souviens de l'expression qu'employait mon père, c'était à beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour lui, voilà, il n'imaginait pas qu'on puisse réussir dans ce métier tellement c'était difficile et tellement il y avait peu de gens qui y arrivaient. Donc voilà, il y avait cette peur de non, tu vas gâcher ta vie, tu vas te casser la gueule, il faut pas, quoi. Mais tu ne t'es pas laissé endoctriner, tu as été au bout de ton rêve. C'était très rare que je tienne tête à mes parents, parce que voilà, quoi, c'était les parents, donc on obéit. Mais là, c'était ma vie professionnelle, c'était la passion, c'était voilà ce que je voulais. Et pour la première fois, j'ai tenu tête. Et en plus, tu te débrouilles plutôt bien depuis des années, parce que tu as pas mal de boulot en ce moment, ouais. En tant que comédien, parfois aussi en tant que directeur artistique. Donc les deux cas de figure. Ouais. Donc tu as pu t'épanouir, c'est important de ne pas lâcher. Oui, ça a mis du temps, parce qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein, c'est pas un métier... Sauf exception, parce qu'il y en a toujours, mais sinon, ça met des années. Il y a eu des années de galère, des années où on ne savait pas comment on allait se payer à bouffer le lendemain. Voilà. Mais voilà, quand on s'accroche à un moment ou à un autre, on y arrive. J'ai eu cette chance-là. Je me suis accroché, voilà, et maintenant, effectivement, niveau boulot, j'ai pas à me plaindre. Ah bon, c'est plutôt cool. Et toi, tu peux nous dire donc comment ça s'est passé, toi, ton premier doublage? Est-ce que tu as eu le trac? Est-ce que tu as compris très vite cette technique, là, le lip-sync, être synchrone avec ce texte qui défile comme si mon médecin avait écrit dessus? C'est vrai que je suis assez proche d'Adrien pour ça. Mon premier doublage, c'était le seul mot qui me vient, c'est désastre. Complet, total. C'était une horreur. C'est un petit jeu aussi sur les réseaux avec les gens qui me suivent et qui me posent souvent la question de non, vous ne le saurez jamais. J'efface toute trace de ce premier doublage de partout. Je refuse d'en parler parce que c'est une horreur. Et je n'ai pas eu la chance d'Adrien. Moi, on ne m'a pas effacé. On m'a gardé dessus. Ah, mais c'est génial. On a gardé l'horreur que j'ai faite dessus. Pour bien foutre le bordel, quoi. On aurait effectivement, le directeur artistique n'aurait pas dû me garder. J'étais trop nouveau dans le métier, j'avais pas la technique, j'étais pas prêt encore. Il m'a gardé quand même, ça a été un désastre. Donc tu étais le premier surpris de dire, mais comment c'est possible? Ça a été dur et j'ai mis beaucoup de temps. Alors, il y a des comédiens au niveau apprentissage qui mettent plus ou moins de temps à maîtriser la technique du doublage.
Moi, je fonctionne un peu en diesel, comme on dit. Je mets du temps et j'ai mis beaucoup de temps avant de maîtriser. Alors, Adrien, on va te repasser la parole. Tu disais tout à l'heure, on parlait de l'univers manga, dessin animé. On est à peu près de la même génération, tous les trois. Est-ce que toi, alors pour commencer, est-ce que tes parents, eux, ils étaient plutôt favorables ou là aussi c'est pas un métier, tu devrais faire autre chose? Et ensuite, ma deuxième question, c'est toi, l'univers japanime, est-ce que tu as grandi aussi avec Recrea 2, le Club Dorothée et les dessins animés japonais? Est-ce que tout ça t'a aidé aussi à aimer peut-être certains doublages? Non, mes parents, c'était passe ton bac d'abord, et je suis allé beaucoup plus loin, malheureusement. J'ai fait beaucoup d'études, mais non, ils n'étaient pas du tout pour. Mais une fois que je me suis engagé vraiment dans le truc, après, ils me soutenaient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils essayaient de m'amener du public quand je jouais au théâtre, etc. Donc, ils ont été plutôt sympas, finalement. Oui, le manga, oui, je suis de la génération Club Dorothée, et en même temps, bon, je regardais, ça m'intéressait, ça me plaisait, mais pas tout de suite, en fait. Moi, j'ai pas eu la passion tout de suite du manga. Ça m'est venu beaucoup plus sur le tard, justement au moment. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait du doublage à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mes tripes de théâtre, etc. C'était ça qui m'intéressait. Et effectivement, il faut bien gagner sa vie. Donc, mais parler de doublage, qui, malgré tout, quand on arrive à en faire, paye assez bien. Donc, on peut en vivre très correctement. Et ça est tombé justement à l'époque où je commençais à m'intéresser au manga. Donc je m'y suis intéressé beaucoup plus sur le tard, quand il y a eu une case sur Canal+ à l'époque. Oui. Et il y avait eu Vision d'Escaflowne. Et ça m'avait vraiment il y a eu Lane, il y a eu plusieurs passionné, oui, voilà. Et il y avait Trigun, etc. Trigun, ouais. Et donc là, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sur le tard finalement. Et des œuvres peut-être un peu plus adultes, un peu plus ciblées aussi, voilà, pas forcément sans doute. C'est-à-dire que j'y ai vu plus une sorte de dimension shakespearienne, etc., qui correspondait plus à ma sensibilité d'alors. Et donc c'est pour ça que du coup, quand on m'a parlé doublage, je me suis dit bon, mais sauf qu'à la fin de ces animés qui me passionnaient, je voyais écrit en gros le nom d'un studio. Ah bah oui. Et donc je me suis dit tiens, je vais aller les voir eux. Là, ça va peut-être être intéressant. Et il se trouve que j'ai eu la chance qu'ils m'accueillent à bras ouverts, très gentiment, comme une sorte de stagiaire. Et donc j'y suis allé genre 1 mois et demi, tous les jours j'y allais, parce que c'était une époque où j'avais pas trop de boulot. Donc j'y allais tous les jours. Et donc j'étais devenu presque une sorte de petite mascotte. Et puis en même temps, j'apprenais le métier. Et puis j'étais comme vous, que je vois certains à mon stand de dédicace. C'est-à-dire que j'étais tout. Oh, c'est toi qui fais Vache the Stampede et tout. Je disais mais c'est génial. Ils disaient oh, tu m'as reconnu. Je dis ouais, j'adore et tout. J'étais vraiment un fan. Quoi. Et donc c'était merveilleux pour moi de travailler avec les voix des gens que j'entendais dans Urgence, dans Buffy contre les vampires. Enfin, c'était magique. C'était magique, ouais. Donc ça m'a permis de m'intégrer de manière naturelle parce que j'étais enthousiaste, j'étais heureux d'être là, et ça me coûtait pas d'assister. Parce que le problème, c'est que quand on est comédien et qu'on veut essayer d'en faire, faut un peu assister. Et souvent, je vois des comédiens, ils sont contents d'être là, d'avoir pu entrer dans les studios, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible à cause du Covid, à cause de la confidentialité et tout ça. Et je vois, ils s'ennuient, ils attendent, ils regardent. Ils s'intéressent, ils apprennent, mais je sens qu'ils s'ennuient. Et donc, forcément, moi, j'avais une sorte d'enthousiasme qui est devenu contagieux et qui a fait que les choses se sont faites un peu naturellement. Naturellement, derrière. D'ailleurs, c'est plutôt assez rare dans ton parcours, parce que pas mal de gens, souvent, ont le processus Année Dorothée, etc. Cobra, Les Cités d'Or, Princesse Sarah, Senseiya ou Dragon Ball. Comme tu disais, tu as pu voir ponctuellement, mais souvent, les gens, c'est d'abord cette espèce d'aspect affectif, et ils suivent ce truc-là. Toi, ça change un peu. Oui, c'est bizarre, je sais pas, il y a eu un truc... Parce que je te dis, ça me plaisait. J'aimais surtout genre Ulysse 31, des trucs comme ça, mais j'étais plus sur Star Trek ou des trucs comme ça que... Je regardais, mais ça ne m'a pas passionné. Je sens que chez des gens comme chez toi, c'est vraiment le cœur de la passion. Enfin, tout est né là. Et moi, non, bizarrement, c'est né beaucoup, ça change. Genre 10 ans après. Après, il n'y a pas d'âge. C'est chacun, voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors toi, Grégory, j'imagine que tu es bien habitué de ces années Dorothée. Tu peux nous dire comme ça quels étaient, toi, tes quelques dessins animés préférés? Puis tu as eu l'occasion aussi, par la suite, on va le découvrir, de travailler en plus sur des séries, ou du moins les suites, parfois City Hunter, Captain Tsubasa, anciennement, enfin plutôt le vrai titre d'Olive Tom, mais avec une autre série. Toi, c'était quoi tes séries? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as commencé à travailler
notamment sur Dragon Ball Z, avec des gens que tu avais sans doute admirés enfant. Voilà. Alors je tiens à dire quand même que je ne suis absolument pas de la même génération que ces deux-là. Je suis beaucoup, beaucoup plus jeune. Voilà. Peut-il me faire croire ? Je tenais à le préciser quand même. Faut dire les choses. Tu as raison. Mais ceci dit... Il essaye de faire croire ça depuis longtemps, c'est pas pourquoi. Dit-il. Bref, je suis né il y a, je sais pas en quelle année on était, il y a 18 ans, mais voilà, je suis né cette année-là. Bref, oui, du coup, j'ai quand même connu pas mal d'animés petits. Effectivement, j'étais assez fan de certains qui étaient multi-rediffusés. Et ça m'a fait bizarre sur le tout premier sur lequel on m'a appelé, que j'avais regardé petit, c'était Sailor Moon. Et quand on m'a parlé de Sailor Moon alors que je regardais ça petit, déjà j'ai pas compris parce que je ne savais pas que tout n'avait pas été doublé. Oui. Et de me dire, 20 ans après, ils vont refaire la suite en doublage, ça a été... Super S. Ouais, les films et la dernière saison, et ça a été une pression, mais gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Surtout que les voix de Sailor Moon ont changé, ils ont pris Isabelle Volpé avant il y avait Marie Pailly, il y en avait d'autres. Voilà, il y a pas mal du cast précédent qui n'était plus là, ou dont les voix avaient changé, donc ils ont changé la totalité du cast. Et donc il y a eu la pression, moi, que je me mettais, la pression du client, et c'est la première et la seule fois jusqu'à aujourd'hui où j'ai même eu une pression des fans. Mais oui, là, il y avait des fans de Sailor Moon qui, je ne sais même pas comment ils avaient eu l'info que j'allais être dessus, m'ont écrit et m'ont mis la pression. Ils travaillent au FBI, ils sont bien ensemble. Probablement. Donc oui, ça a été une grosse pression, celle-là. Les autres se sont mieux passés. Quand on m'a appelé pour Olivier Tom, Captain Tsubasa, pour Nicky Larson ou Dragon Ball, là déjà, j'étais un peu plus à l'aise. Parce que tu commençais peut-être à être plus habitué à reprendre ce genre de série. Donc il y a eu moins de pression et là, ça n'a été que du plaisir. Mais ça m'a quand même fait bizarre. Effectivement, d'être sur des animés que je regardais tout petit, ça fait bizarre. Et autre question sur Sailor Moon, quand il a fallu opérer avec les choix, parce qu'effectivement, les voix ont changé, est-ce que tu as plutôt essayé de retrouver des voix qui sont proches des doubleurs d'origine, de t'en éloigner totalement ou de faire une espèce de mix des deux ? Non, on n'a pas cherché à copier ce qui avait été fait. C'est pas... Limite, il y a un côté que je trouverais pas très respectueux pour les comédiennes de l'époque. Non, ils sont encore actifs. Voilà, si le client décide de changer le cast, on va à fond dans cette idée et on le change. Voilà, on va pas faire un copier-coller. On change, on assume le fait de changer le cast et voilà, on trouve. Le but, c'était de trouver des voix qui collent au personnage, qui collent à l'image, qui se rapprochent de la VO, mais voilà, faire un copier-coller de la VF, mais qui n'aurait pas été exactement pareil, juste une espèce de vague photocopie, ça, je pense que ça aurait été un très très mauvais choix. Tu as même fait des voix dans Sailor Moon, un petit peu des voix additionnelles, des pelins. Ouais. Voilà, dans un des films. Voilà. Et Dragon Ball Z, donc il y a notamment Bruno Meyer avec qui tu as travaillé, tu travailles pas mal, qui double Whis. Toi, à travers Dragon Ball Super Broly, on a pu donc te retrouver. Qu'est-ce que tu penses de ce film qui a fait beaucoup quand même parler de lui, mine de rien ? Peux-tu nous parler un peu de ton rôle ? Comment tu as trouvé la voix facilement ? Quelles ont été un peu les indications et qu'est-ce que ça fait de travailler avec des pontes comme Éric Legrand, Patrick Borg, Céline Mansara ? J'étais pas avec eux en studio, donc je ne pourrais pas te le dire. Ah ça, parce que maintenant vous enregistrez de plus en plus en séparé, voilà. Souvent. Donc là, j'étais pas tout seul, j'étais avec une comédienne, mais pareil, qui faisait un petit rôle. J'ai pas enregistré avec Eric, Patrick, Céline ou Brigitte, malheureusement. Donc je ne pourrais pas te dire ce que ça fait de bosser avec eux. Après, le film, à ma grande surprise, m'a énormément plu. J'avais pas énormément aimé le film précédent, qui est sorti un peu de temps avant. Il m'avait beaucoup déçu, ce film-là. Il y avait eu Golden Freezer. Et je pensais que je serais déçu par Broly, et pas du tout. J'ai vraiment adoré le film, donc bosser dessus, forcément, ça a été plus qu'une joie, même si c'était un tout petit rôle qu'on voit au début. J'ai quand même le plaisir d'être le tout premier qu'on entend dans le film. La toute première phrase prononcée dans le film, c'est moi. Donc ça, c'est au cinéma, en plus. Au cinéma, en plus. Donc ça a été la petite fierté qui ne sert absolument à rien. Mais voilà, c'est ma fierté à moi. C'est moi qu'on entend en premier dans ce film-là. Et sinon, oui, la voix, en fait, le directeur artistique m'a appelé pour ma voix naturelle, donc ça n'a pas été très difficile de effectivement. Voilà. Et vous avez écouté là, la version originale c'est toujours le cas dans les animés, j'imagine, quand même. Oui, on a écouté, on a bossé dessus, oui, quand même.
Et vous essayez de vous rapprocher souvent de la VO ou au contraire pas forcément? Est-ce qu'il y a des fois des clients, que ce soit chez les Japonais ou Disney ou autres, qui veulent absolument que ce soit totalement conforme? Ou est-ce que c'est moins rigide quand même? Ça dépend des gens peut-être. C'est compliqué. On ne peut pas imiter le japonais. C'est pas possible. Les intonations, la manière de jouer sont à l'opposé des nôtres. Donc c'est impossible. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est à comprendre l'intention, la psychologie, le sentiment que le personnage a voulu donner. Mais on ne pourra pas imiter mot pour mot le japonais avec les mêmes intonations, ça rendrait absolument rien en français. Donc ça, les clients, ils en ont parfaitement conscience, ils ne nous le demandent pas. Alors tu as doublé aussi dans Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, qui est son nom français, Olivier Tom, champion du foot, pour être précis. C'est une série que tu as suivie aussi durant les années La 5 et Club Dorothée. Est-ce que c'est une série que tu aimes ou pas? Alors, pas plus que ça. N'aimant pas du tout le foot, oui, je ne suivais pas trop cette série. Je la regardais parce qu'elle était au milieu des autres séries que je regardais. Je n'avais jamais eu une grande passion pour cette série-là. Bon, au moins, ça a le don d'être honnête. Autant être franc. Non. Après, être dessus, ça a été un plaisir, surtout que ça a été un plateau riche en émotions, dans le sens où, là, pour une fois, on était 15 en studio, 15 comédiens. Et tu as peut-être retrouvé ceux d'époque. Je sais qu'ils n'y étaient pas tous, mais peut-être certains. Non, dans mon plateau, on n'était que des nouveaux. Que des nouveaux, d'accord. Mais 15 comédiens ensemble sur un animé comme ça a été une succession de fous rires assez énorme. Ah, c'est mieux que d'être tout seul dans son coin. Oui, largement. Doublé à plusieurs, je me souviens aussi de mes sessions avec Monsieur Adrien, quand on interprétait les héros de Bakuman, où on a eu une ou deux vidéos qui ont circulé sur les réseaux. On dansait, on chantait. Voilà, qu'on s'amusait bien quand on enregistrait Bakuman tous les deux ensemble. On va parler justement de Bakuman, l'attaque des Titans, tout ça. Donc toi, tu as enregistré Hajime Taki et Masato Nakazato. Il y en a pas un qui s'appelle Ted Carter, anciennement, c'est son nom. Hajime, c'était Ted Carter. Voilà, parce qu'ils ont remis les vrais noms japonais. Ils ont repris les noms pas les noms anglisés, si je puis dire, ou américanisés, comme c'était le cas avec les Mark Landers, etc. Alors, justement, comme vous avez commencé à en parler, je me dis, allons dans la continuité. Alors, Bakuman. Donc parlons-en un peu ensemble. Parlons-en. Parlons-en de Bakuman. Alors c'est quoi? C'est un apprenti, c'est-à-dire que là on a un manga et un dessin animé, où si je comprends bien, le héros a envie de... Enfin en tout cas on découvre les coulisses de fabrication d'un manga. Oui, c'est ça, c'est marrant parce que c'est deux jeunes qui sont passionnés par les mangas et qui veulent en faire leur métier. Et donc ils veulent se lancer, donc ils s'unissent, un en tant que dessinateur et l'autre en tant que scénariste. Et on les voit affronter toutes les difficultés du métier, les ficelles, etc., leur joie, leur déception, leurs difficultés, etc. Donc c'est assez intéressant finalement. Puis je sais pas, les Japonais, ils arrivent toujours à rendre tout passionnant comme ça, en faisant à dramatiser sans problème chaque étape de l'histoire. Voilà, ils exagèrent. Il y a le gars qui sait dessiner à toute berzingue. Enfin bon, il y a toujours des sortes presque de sortes de magie, etc. Donc voilà, ce qui rend l'animé assez sympa, quoi. Puis doublé d'histoires d'amour, parce que lui, il est amoureux d'une fille qui, elle, veut devenir doubleuse, justement, qui veut doubleuse. On n'a pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Et voilà, qui veut doubler des dessins animés, qui veut devenir seiyuu, parce qu'en plus, au Japon, les seiyuu, les gens comme nous sont Ils sont davantage respectés. Oui, ils sont assez valorisés. Ils sont starisés un peu. Starisés, c'est ça. Donc voilà, et lui, il dit, ma première série de manga sera éditée à ce moment-là, et que toi, tu seras seiyuu, à ce moment-là, on pourra se retrouver. Enfin bon, il y a toute une histoire d'amour comme ça. Donc un bon souvenir. Moritaka. Oui, parce que ce qui est sympa, c'est qu'on a enregistré quasiment toute la série. Avec Grégory, on a enregistré quasiment toute la série tous les deux. C'est-à-dire, on jouait ensemble, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est un bon ping-pong. Toi, c'était Akito. Aujourd'hui, c'est rare, malheureusement. C'est devenu rare avec le Covid, et puis voilà. Alors, l'attaque des Titans. Oui. Parlons-en aussi de cet animé qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années. Comment tu as été amené, Grégory, toi, à te retrouver sur l'attaque des Titans, et quelles étaient, toi, tes impressions? Parce qu'on parlait parfois d'animés plus adultes, plus sombres. Est-ce que tu as adhéré tout de suite à cet univers, et
comment ça s'est passé pour le Ah oui, j'étais déjà fan avant qu'on m'appelle pour faire la série. Tu connaissais déjà? Et oui, parce que moi, on l'a découvert durant un de mes voyages au Japon. Pendant que j'étais au Japon, on a vu une bande-annonce de l'animé. Et du coup, la bande-annonce vendait déjà du lourd, mais vraiment. Et on a tout de suite compris que ça allait être quelque chose. Quand on a vu la bande-annonce, voilà, on ne savait pas ce que c'était, mais la bande-annonce nous a tout de suite fait faire tilt et on s'est dit, oh lui, ça va être quelque chose. Et donc du coup, on s'est renseigné sur l'animé. C'est comme ça que je l'ai découvert avant qu'il n'arrive. Et effectivement, en revenant du Japon, j'avais qu'une chose en tête, c'était oh la vache, quand il sera en France, il faut absolument que je sois dessus d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà, et le hasard a voulu que le studio me contacte pour être dessus. Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'en plus, tu es la voix de Connie, quand même, ce qui n'est pas rien. Et toi, tu es aussi sur l'Attaque des Titans, à Arlette, avec votre ami aussi Bastien Bourlet. Quel est ton avis, toi, sur l'Attaque des Titans et est-ce que tu t'attendais, toi, à ce succès quand même assez fort? Pas du tout. Moi, quand on m'a appelé pour le casting, j'ai pas du tout fait attention à ce que c'était. Je me rendais pas compte. Mais il faut dire que l'auteur et l'animé, le manga, ça démarre très très fort. C'est-à-dire ça démarre tout de suite avec une menace incroyable, ces titans qui arrivent, qui bousillent tout, qui croquent les gens. Et le design aussi des titans est étonnant, incroyable. Des fois, on a l'impression que c'est un peu des débiles et ils sont désarticulés, etc. Enfin, c'est très marquant tout de suite, quoi. Alors qu'il y a plein de mangas, il faut que ça démarre, il faut qu'on comprenne les tenants, les aboutissants. Souvent, le design est atypique. Souvent, c'est un personnage lambda duquel on découvre que finalement il a des pouvoirs, etc. Alors que là, ça démarre, boum, et puis c'est tout de suite, tout le monde est bouffé, la mère du héros est bouffée, enfin tout, ça démarre tout de suite tragique, terrible. Fort. Et on n'a pas tellement l'habitude parce qu'on n'a plus l'habitude, nous, on est devenus des super prédateurs, on n'a plus du tout l'habitude d'être croqués, d'être mangés. Et donc d'un coup, là, tout est renversé et c'est l'humanité qui est menacée. Et c'est intéressant. Très intéressant. Surtout qu'il y a des films aussi. Ouais. Et donc du coup, ça a accroché bien. Ouais. Et donc moi, ça m'a tout de suite plu, cette ambiance. J'ai tout de suite accroché, comme sans doute beaucoup de lecteurs et beaucoup de téléspectateurs. Tu t'es renseigné au fur et à mesure, le manga, l'univers, etc., dès lors qu'on t'a présenté Non, pas vraiment. Je le fais rarement, à vrai dire, mais ce qui est bizarre sur l'Attaque des Titans, c'est que, je sais pas, ils se sont viandés un peu dans la production de l'anime parce qu'on a attendu la saison 2, je crois, ou 3, je sais pas. Non, la saison 2, on l'a attendu hyper longtemps. On la voyait pas arriver. Je sais pas, ils ont mis un temps de fou, je sais pas. Pourtant, c'était une série qui cartonnait tellement ils ont peut-être été dépassés par le succès de la série. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Toi, peut-être, Greg, tu le sais mieux que moi. Pas du tout. On s'est toujours posé la question, on n'a jamais compris pourquoi il y avait autant de temps d'attente entre chaque saison. Non, mais je pense qu'il y a eu un problème de production du studio ou quelque chose. C'est possible. Je sais pas. Ouais. Des fois, il y a du retard de matériel. Voilà, donc on a vachement attendu la suite. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit... Alors, il y a deux choses. Un de tes animés préférés en tant que spectateur, ça c'est une chose, ou un de tes animés préférés en doublage, ou pas forcément? Dans les deux cas de figure. Non, pas forcément. Je trouve que ça démarre très fort et je suis pas sûr que la suite soit vraiment à la hauteur de ça. Même si c'est intéressant, mais après d'un coup on se rend compte que justement finalement c'était vraiment une scène d'exposition quelque part et qu'on se recule et puis finalement c'est beau. Je sais pas, moi finalement dans la suite ça m'a semblé un peu tarabiscoté et voilà. Mais je trouve que de toute façon, c'est quand même un animé intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi la patte qui a apporté l'auteur au niveau des dessins et tout ça. Un incontournable, en tout cas. Oui, non, c'est intéressant. Mais bon, peut-être quand même un peu surcoté. Quand même. Peut-être. Voilà. Peut-être. C'est peut-être pas le meilleur animé de tous les temps. Peut-être. Je suis pas sûr. On se fâche pas. T'as envie de mourir, toi, en fait. Et toi, Grégory, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un de tes doublages préférés, voire animés préférés? On peut aller jusque-là, sur l'Attaque des Titans, et nous dire aussi comment s'est passée la direction du doublage, puisque tu n'es pas seulement comédien, tu es aussi celui qui a dirigé... on est deux dessus. On est deux directeurs artistiques. Ouais. Alors,
moi, ça fait partie de mes animés préférés, mais bon, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup que j'adore, donc c'est un des nombreux que j'adore. Après, effectivement, la saison 2 et 3, je les ai trouvés un peu ternes par rapport à la première saison où je suis un fan absolu. Et ce que j'avais ressenti sur la saison 1, je l'ai retrouvé sur la saison 4. C'est-à-dire ces explosions, cette grandeur, ce waouh, j'en prends plein la tronche, je l'ai retrouvé sur la saison 4. Donc après la saison 2 et 3, je les ai aimés quand même. Là aussi où on a eu du mal, c'est que le doublage a été dur. Pas de la saison 1, mais on a eu des conditions pas faciles, on a eu des délais pas faciles, il fallait faire tout très très vite, on avait vraiment pas de bonnes conditions sur les saisons 2 et 3, et donc on les a pas forcément toujours bien vécues. Et heureusement, pour la saison 4, le client a mis les moyens, il nous a donné beaucoup plus de temps déjà, et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais ça, il y a eu des moments assez difficiles dans ce doublage. Donc c'était pas un long fleuve tranquille. Pas du tout. Ah, Adrien, on peut parler un peu de Tokyo Ghoul dans un autre genre, ou Assassination Classroom. J'aimerais si tu veux ton avis sur encore deux autres animés qui sont loin d'être pour les enfants. Oui, carrément. Si je puis dire. Alors Tokyo Ghoul, je me suis éclaté parce que justement c'est ce petit personnage qu'on me donne souvent, un peu comme Armin, un peu adolescent, timide, etc., qui d'un coup se découvre un pouvoir bizarre et qui bouffe de l'intérieur et puis qui se transforme, qui bascule carrément dans une scène de torture épique que j'ai adoré interpréter parce que c'était vraiment amusant de se faire torturer par Frédéric Soutrel. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Et puis, voilà, après c'est pareil, le virage, quand il devient vraiment quelqu'un d'autre, le virage m'a semblé, bon, je sais pas, c'est toujours pareil, quand la première saison, quand ça démarre très fort, c'est bien, et puis en même temps, après, il faut réussir à tenir le cap, c'est pas toujours évident. Quant à Assassination Classroom, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que c'est vraiment une réflexion sur l'enseignement. Et d'une manière très, très décalée, où il faut tuer le professeur, quoi. C'est normal. Et oui, c'est ça. Il faut tuer le professeur, et en même temps, ils adorent tous leur professeur, quoi. Mais il va falloir qu'ils le tuent. Et c'est une grande leçon, finalement. Il faut tuer le maître pour être indépendant. Entre l'amour et la haine, il y a... Mais je sais pas, mais c'est amené de telle façon à la japonaise, comme ça, avec un extraterrestre. Enfin, c'est pas un extraterrestre d'ailleurs, je crois. Je sais plus, j'ai du mal à suivre moi-même. Mais voilà, je sais pas. Et ça, c'est assez passionnant, je trouve. J'ai trouvé que Assassination Classroom, c'était vraiment très intéressant comme manga. Tu es la voix de Nagisa Shota. Ouais. Et toi, Grégory, tu es aussi dessus, puisque tu doubles Yuma Isogai et Takuya Muramatsu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Assassination Classroom ? J'ai adoré. C'était inattendu, c'était très décalé, effectivement. Une classe d'élèves déjà qui doit tuer son professeur sans même penser à l'origine extraterrestre. Il ne faut pas aller tuer vos profs, hein, on n'est pas là. Voilà, c'était déjà très décalé en soi. Et effectivement, tout ce qu'il y a autour, la manière dont il s'attache à ce professeur, la manière dont ce prof est attaché à ses élèves et veut absolument les faire évoluer. Oui, parce qu'en plus, ce sont des cancres, c'est soi-disant les plus mauvais élèves de l'école. Et finalement, lui, il est là pour les soutenir, pour les faire avancer et tout. L'animé est vraiment super, il est drôle, il est touchant, il est bien fait, bien dessiné. Ça a été un gros coup de cœur, celui-là. Alors, je vais faire une question plus satellite, plus globale. Justement, là, on parle de différents rôles, parfois proches de schizophrènes ou de personnages un peu barrés, pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est très varié. Quels sont les rôles types ? Bon, je sais que votre voxo est varié, mais qu'on vous confie quand même assez souvent. Est-ce qu'il y a quand même une récurrence de certains persos, même si des fois ça change, mais quand même certains pour lesquels on vous appelle ? Et est-ce que vous avez... j'ai envie de dire, alors sans vouloir faire de la psy de comptoir, peut-être une explication à cela. Et est-ce que vous êtes proche de ce genre de personnage ? Est-ce qu'il y a... Moi, c'est très facile, hein, je peux répondre très vite.
C'est-à-dire que moi, quand j'avais 30 ans, j'en faisais 20 déjà. Maintenant que j'en ai 53. Vous cohabitez à 53, vous vous entendez bien entre vous? Mais bon, je sais pas, j'ai toujours, vous voyez comment je suis habillé, etc. Bon, j'ai toujours une mentalité un peu d'ado. Donc, moi, je me suis toujours retrouvé à faire des petits ados gentils, un peu timides, etc. Et d'ailleurs, j'ai souvent doublé des personnages qui sont doublés en japonais par des femmes, parce que c'est des pré-ados. Et en fait, souvent, c'est à moi qu'on les colle, parce qu'on doit estimer que j'ai une petite voix, que je prends ma petite voix. Nous devons tuer le professeur Koro avant la fin de l'année. Nous sommes une classe d'assassins. Voilà, et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, mais comment ça, je suis toujours renvoyé au fait que je suis un ado indécrottable, quoi. Donc, je pense que c'est lié à ma psyché aussi, d'une certaine façon. Et voilà, mais j'aime bien quand il m'arrive, des fois, on me donne des rôles de méchants. Alors là, je suis content, parce que c'est autre chose qui s'exprime. Mais voilà, mon fond de commerce, c'est l'ado. J'ai 53 ans. Mais c'est toujours l'ado. J'aime bien, ça fait trop les vies. Et alors des fois, on me donne des rôles d'hommes, mais c'est très rare. Si ce registre te convient, ça me convient, mais c'est étrange, quoi. Voilà, ça me renvoie toujours à ça, c'est curieux. Et pourquoi pas Kiroa dans Hunter x Hunter aussi, les Cosmocats que tu as pu reprendre et tant d'autres. Toi, Grégory, il y a aussi Yuga Antai Natsuo dans My Hero Academia, ce qui n'est pas rien. Donc, Hero Zero aussi, enfin, on ne va pas tous les citer, le temps nous manque. Pour terminer, faire cette dernière ligne droite, est-ce que toi aussi, il y a des personnages dont tu trouves, avec le recul maintenant, qu'on te confie plus souvent et qui te correspondent et est-ce que toi, justement, tu aimes bien doubler des ennemis ou plus barrés ou farfelus, peut-être plus éloignés de ta personnalité? Mes préférés, comme beaucoup de comédiens, c'est les méchants, forcément. Si je pense à Racket Dragnir dans Fairy Tail ou Jackal ou à ce genre de personnage, oui, alors là, je vais m'éclater comme pas possible dessus. Après, il y en a d'autres aussi. On a plutôt tendance à me confier les petits rigolos comme Connie ou Finian dans Black Butler, ou des beaucoup plus posés comme, je pense à Shiroe dans Log Horizon. Voilà, c'est plus vers ces types-là qu'on m'emmène, mais quand on me confie un Shinra de Fire Force, par exemple, voilà, je suis aux anges. Là, effectivement, c'est voilà, plutôt là, sympa. Ça me change, on m'en donne pas souvent des comme ça, et voilà, je m'éclate comme un fou dessus. Donc, on s'adresse à monsieur les directeurs, producteurs. Confier plus ce genre de rôle à monsieur l'aîné, on ne sait jamais s'ils nous entendent, et toujours des ados ou pas. Non, moi aussi, je veux faire des méchants. D'accord, alors confier aussi des méchants. Je voudrais grandir, je voudrais essayer de passer à l'âge adulte. Voilà, si c'était possible. Passer à la vitesse supérieure. Alors, je l'avais promis, là, on est sur la toute fin. On a encore le temps, mais vraiment très rapidement. Est-ce qu'il y a au moins une question? Au moins une? C'est possible? Il y en a juste un. C'est jouable? Juste une petite question rapide? Alors, juste une, alors. Bon, une petite rapide, alors. Et après, on clôt cette conférence. Je me déplace, ça sera plus simple. C'est bien vous, hein? Il était là-bas le deuxième. Bonjour. Alors j'avais une petite question sur la traduction et le rôle des adaptateurs. Et je voulais savoir si vous travaillez régulièrement avec des adaptateurs et s'ils avaient la double casquette pour les dialogues et la traduction, ou juste une des deux. Et quelle était la hiérarchie et la relation entre comédien de doublage, traducteur, adaptateur? Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, en fait, parce qu'on n'est pas du tout en contact avec eux, nous. Nous, on est au-dessus. Comme comédiens, voilà, on ne les voit jamais. Alors, c'est pas vrai. Des fois, ils viennent en studio pour voir un peu leur travail et pour qu'on discute un peu. C'est arrivé. Ça arrive. Ceux qui s'y intéressent le plus. Voilà. Mais effectivement, on n'est pas amené forcément. Non. Alors, en général, ils ne font pas la traduction. En tout cas, pour le japonais. Pour les animés japonais, il y a des traducteurs d'un côté, les adaptateurs de l'autre. Par contre, pour tout ce qui est séries ou films américains, ils travaillent directement depuis l'anglais et c'est eux qui font la traduction, effectivement. Voilà. Donc, comme on dépasse un petit peu, et on ne veut pas se faire taper sur les doigts, voilà, on avait dit au moins une question pour sauver les meubles quand même. Après, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, vous pouvez venir les voir en aparté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on va passer le relais à nos autres confrères pour leur propre conférence. Merci à vous pour votre écoute. Et merci beaucoup. On applaudit encore bien fort Adrien Solis.
et Grégory Lenné.